merci beaucoup pour l'invitation et je suis très honoré que vous me donnez cette occasion de parler des relations entre mon pays, la Guinée et le Maroc. Mais comme vous voulez le savoir, bon, je voudrais quand même vous dire le parcours que j'ai eu avant de peut-être répondre aux questions que vous voulez poser sur les relations entre le Maroc et la Guinée. Bon, j'ai été formé en France, j'ai eu un doctorat d'État, j'ai fait l'Institut de l'Institut d'études politiques de Paris, qu'on appelle Sciences Po, la section économique et financière. Et j'ai été assistant, ensuite professeur à l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Et je suis resté 6-7 ans. Et ensuite, mon pays a eu besoin de moi. Mon pays m'a sollicité pour entrer dans le gouvernement et j'ai été nommé comme gouverneur de la Banque centrale de Guinée en 1986. Et je suis resté gouverneur pendant une dizaine d'années. J'ai fait de mon mieux pour essayer de stabiliser la monnaie guinéenne et lui redonner confiance. Je pense que j'ai fait de mon mieux. Et je pense que globalement, le bilan est positif. Pour parler de l'apport de la diplomatie marocaine en Guinée, je souhaite qu'on puisse d'abord parler des relations entre les dirigeants marocains et les dirigeants guinéens. Parce que c'est eux quand même qui donnent le ton. Je peux dire que depuis l'accession de nos deux pays à l'indépendance, le Maroc et la Guinée, il y a toujours eu de très fortes relations entre la Guinée et le Maroc. Le roi Mohamed V a été parmi les premiers à avoir de bonnes relations avec notre premier président Sékou Touré. Et ils ont fait partie du groupe qu'on appelait à l'époque le groupe de Casablanca. Le groupe de Casablanca était le groupe des pays africains qui étaient anticolonialistes et panafricanistes. Et donc le Maroc, la Guinée, l'Égypte, l'Algérie, et la Libye, le Mali, le Ghana ont formé ce groupe-là. Et en face, il y avait le groupe un peu modéré qu'on appelait le groupe de Morovia. Mais finalement, le consensus l'a emporté. Les deux groupes se sont retrouvés et ont pu aboutir à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Donc, mais l'origine, c'était vraiment ces deux groupes qui étaient plus ou moins antagonistes. Et donc, les relations entre le Maroc et la Guinée ont commencé depuis cette époque-là, où les deux chefs de l'État avaient les mêmes points de vue sur l'avenir du continent. Après le roi Mohamed V, il y a eu le roi Hassan II, qui aussi a eu de très très fortes relations avec nos chefs d'État, d'abord Sékou Touré, ensuite Lansana Conté, et le roi Mohamed VI qui est venu a poursuivi l'élan et il a aussi de très très fortes relations entre lui et nos présidents, Lansana Conté et également Alpha Condé. Donc je peux dire que vraiment, au plus haut sommet de nos pays, il y a toujours eu des relations étroites entre les rois marocains et les présidents guinéens. Et malgré la distance, je crois que c'est venu naturellement. Et ces relations entre nos dirigeants, bien sûr, ont eu des retombées sur les relations de coopération générale et spécifique entre le Maroc et la Guinée. Oui, avant de parler des relations de coopération entre le Maroc et l'Afrique en général, je souhaiterais quand même dire un mot de relations entre le Maroc et la Guinée. Et je disais qu'il y a eu des relations très fortes entre les dirigeants, les rois marocains et les présidents guinéens. Et ils ont donné le ton pour une coopération très poussée entre nos deux pays, dans différents domaines. D'abord l'éducation, où de jeunes Guinéens, en grand nombre, ont été accueillis dans les universités marocaines.
Je peux dire que sur une trentaine d'années, il y a eu au moins 2000 étudiants guinéens qui sont passés par les universités marocaines. Et le Maroc non seulement les accueille, mais également donne des bourses à des jeunes étudiants guinéens. Il faut dire aussi qu'il y a eu la coopération militaire. Nos militaires également ont été formés au Maroc. Et donc je pense que ces différentes relations de formation ont un impact très important dans les relations humaines entre le Maroc et la Guinée. Je peux également ajouter que sur le plan politique, les relations ont été très fortes. Lorsque, en 1983, l'OUA, donc l'Organisation de l'Unité africaine, a décidé de tenir ces réunions en Guinée, la Guinée n'avait pas les capacités d'accueil à l'époque. Donc, avec différentes bonnes volontés, le Maroc a été désigné pour aider à construire une cité qui pourrait accueillir les délégués. Et c'est ainsi que le Maroc a pu construire la cité de l'OUA, et cette cité-là qui était censée donc accueillir les délégués qui viendraient pour la réunion de l'OUA. Donc ça, c'est important. Et comme par hasard, lorsqu'il y a eu des problèmes politiques en Guinée et où l'un des bâtiments principaux a été plus ou moins détruit par des mutineries militaires, le roi Mohamed VI s'est porté volontaire pour réhabiliter ce bâtiment. Et ce bâtiment a été réhabilité et il est devenu le siège de la présidence. Et aujourd'hui, ce bâtiment porte le nom du roi Mohamed VI. Pour vous dire l'étroitesse des relations entre nos deux pays. Donc, de la formation universitaire, formation militaire, mais également coopération économique, bien sûr. D'abord, vous avez la RAM, qui est l'une des principales compagnies qui va en Guinée. Et l'une des spécificités de la RAM, c'est qu'elle vient tous les jours. Elle vient tous les jours. Et il y a une dizaine d'années, il y a eu ce qu'on appelait la crise de l'Ebola. C'était une épidémie qui avait touché la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et toutes les compagnies occidentales, en tout cas européennes pratiquement, avaient cessé de venir en Guinée. Sauf la RAM. La RAM a continué à venir en Guinée malgré la crise de l'Ebola. Et là, moi, je profite de l'occasion pour vraiment exprimer notre remerciement aux autorités marocaines et au peuple marocain pour cette solidarité. Donc non seulement la RAM a continué à venir en Guinée, mais également le Maroc a envoyé des médecins en Guinée pour aider à soigner cette épidémie. Et bien sûr, il y a une coopération médicale permanente entre la Guinée et le Maroc, et où le Maroc envoie souvent des missions médicales. Donc je pense que de ce côté également, c'est extrêmement important de le signaler. Bon, vous parlez des aspects économiques. L'agriculture en Guinée a bénéficié de l'apport d'engrais du Maroc. Sur le plan économique général, nous avons le secteur bancaire qui a bénéficié de l'apport de la Guinée. D'abord, moi personnellement, quand j'étais gouverneur de la Banque centrale, j'avais eu de bonnes relations avec la Banque Al-Maghrib. Avec la Banque Al-Maghrib pour envoyer les cadres guinéens en stage de formation ou en mission d'études à la Banque Al-Maghrib. Et à l'époque, le gouverneur Benani, on avait de très très bonnes relations et on avait vraiment scellé cette coopération-là qui avait permis à l'époque de nous permettre de remonter le niveau de formation des jeunes cadres guinéens qui étaient à la Banque centrale. Et les choses sont très bien passées, à tel point que finalement, on a décidé de passer à un niveau supérieur pour créer une banque en commun, une banque maroco-guinéenne. Et personnellement, je me suis investi dans cette opération parce que j'avais
en tête de diversifier le système bancaire guinéen. Et donc, à l'époque, on avait des relations avec M. Laraki, qui était le président des banques populaires marocaines. Et aidé par le gouverneur Benani, nous avons réussi à mettre en place cette banque-là et qui a permis de faire des prêts, d'accompagner les PME guinéennes. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'était extrêmement important parce qu'on ne peut pas parler de relations économiques sans l'apport des banques. Il faut que les banques soient là pour accompagner les hommes d'affaires des deux pays. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de protocoles qui ont été signés ces dernières années entre le Maroc et la Guinée. La banque maroco-guinéenne, dans mon esprit, c'était une banque qui était destinée à accompagner les PME guinéennes. Parce qu'à l'époque, les banques européennes ne s'intéressaient qu'aux grandes compagnies occidentales, industrielles et autres, et les PME guinéennes avaient du mal à pouvoir être accompagnées. Donc je me suis dit que peut-être en diversifiant, en donnant l'occasion d'avoir d'autres établissements bancaires, c'était l'occasion pour les PME de pouvoir être accompagnées. Je n'ai pas eu accès à tous les bilans de cette banque, mais en tout cas l'intention, c'était de permettre que cette banque puisse accompagner les PME guinéennes et également permettre les investissements entre le Maroc et la Guinée. En 1995, le Maroc avait présenté un candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, à un moment où le Maroc s'était retiré de l'OUA. C'était compliqué, mais avec la diplomatie, avec la sagesse des uns et des autres, on avait réussi à l'époque, faire élire le candidat du Maroc comme président de la Banque africaine de développement. Bon, après, le Maroc, bien sûr, a réintégré l'OUA et donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Et depuis ça, je pense que le Maroc est fermement ancré dans l'Afrique et le montre tous les jours. Lorsque je vois les mouvements qui se dessinent avec le retrait des banques françaises et le Maroc en profite pour pouvoir justement renforcer sa présence sur le continent et où elle est actionnaire dans les banques de plusieurs pays africains, y compris au Sénégal, bien entendu en Guinée et dans d'autres pays. Donc je pense que cela est un bon signe. Il y a également un autre signe qui se dessine. Je pense qu'il y a le gazoduc du Nigeria jusqu'au Maroc qui est en projet, où il est question que le gaz marocain, du Nigeria puisse être acheminé en passant par différents pays africains jusqu'au Maroc. Et en ce moment, ça peut permettre de donner plus de possibilités énergétiques au Maroc. Et je sais également que le Maroc est en train de travailler sur un projet de port en eau profonde à Dakhla. Et voilà. Et ce projet vise à faire en sorte que les pays du Sahel puissent avoir accès à la mer à travers ce projet portuaire de Dakhla. Et donc ça veut dire que d'un côté vous avez le gaz du Nigeria qui va pouvoir atteindre le Maroc et de l'autre côté une autoroute ou un chemin de fer qui pourrait quitter les pays du Sahel jusqu'à Dakhla et donc permettre à ces pays-là de pouvoir être désenclavés et avoir accès à la mer. Donc c'est extrêmement important. Donc pour moi, c'est un peu l'esquisse de l'intégration africaine qui est en route. Comme vous le savez, nous avons ce qu'on appelle le marché commun, le marché unique africain, a été signé. Et donc ce traité continental fera en sorte que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura en Afrique un marché de 2,5 milliards d'habitants.
Et donc c'est maintenant qu'il faut poser les jalons. Et je pense que les jalons que le Maroc est en train de poser vont dans la bonne direction. Donc c'est un peu l'esquisse d'une Afrique plus intégrée, une Afrique moins dépendante de l'extérieur, donc une Afrique plus prospère. Écoutez, je pense que d'abord, je considère le Maroc comme un pays d'abord stable et ensuite avec un peuple qui est ancré dans les traditions et qui donc a un patrimoine multiséculaire dont il est jaloux, qu'il entretient. Et donc on est tous très heureux de pouvoir bénéficier de ce patrimoine-là. Et donc qui fait que le peuple marocain, en tout cas de notre point de vue, est un peuple accueillant, paisible, modéré. Et ça, c'est extrêmement important. Et son histoire, son patrimoine lui permet également d'éviter les extrêmes. Parce que je pense que lorsqu'on a les pieds dans l'histoire, on sait que les choses n'ont pas été créées du jour au lendemain. Il y a des piliers, il y a des garde-fous. Et je pense que ce patrimoine culturel que le Maroc a permet au peuple marocain d'être apaisé, de pouvoir être accueillant et de pouvoir être ouvert sur le monde, et le monde occidental au nord et le monde africain à l'est et au sud. Et personnellement, je suis très honoré, très fier de pouvoir bénéficier de cet apport-là. J'ai beaucoup voyagé au Maroc, j'étais à Rabat, j'étais à Casa, à Marrakech, mais ce que je trouve à Fès, c'est plus spirituel. Et c'est un peu ce qui m'a amené à faire ce voyage-là, parce que j'avais été invité à Marrakech, mais finalement, j'ai décidé de venir à Fès sur l'insistance de mon épouse elle-même, qui est chrétienne, mais qui avait appris que Fès vraiment est une ville sainte sur le plan spirituel islamique. Elle m'a dit, allons là-bas et nous allons pouvoir certainement bénéficier des bénédictions des sages de cette ville-là. Nous nous sommes dit que Fès a ce plus d'être une ville plus spirituelle que les autres. Bien sûr, il y a la beauté de la Médina, il y a tout le patrimoine architectural, patrimoine archéologique et religieux, mais je pense que Fès a ce petit quelque chose de plus, dont en tout cas on a cherché à venir tirer profit, et c'est pour cela que nous sommes là, et je suis heureux que nous soyons accueillis par Saïd Mohamed Al-Hassani, dont le rayonnement dépasse de loin les limites. Al-Hassani nous a montré qu'on a eu raison de venir à Fès. On a eu l'occasion de visiter non seulement la Médina, qui est une sorte de musée à ciel ouvert, mais c'est plus qu'un musée, parce que les gens y vivent et y travaillent. Et nous avons eu l'occasion également de visiter des mausolées. Et le dernier en date, c'est le mausolée de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y compris le père de Saïd Mohamed Al-Hassani. Et vraiment, hier, on était très émus, très honorés de nous retrouver dans ce mausolée qui est une place emblématique où sont enterrés vraiment les familles les plus nobles de cette ville-là. Et donc, j'en suis très reconnaissant vis-à-vis de Saïd Mohamed Al-Hassani, parce qu'on ne s'y attendait pas. On pensait qu'on allait se retrouver dans différents endroits, mais subitement, il nous a dit, venez au mausolée où repose mon père, comme ça, vous allez pouvoir recueillir les bénédictions, les doigts des sages de cette ville-là. Et ça m'a beaucoup touché. Et là, je pense que c'est l'une des images fortes que je vais retenir de ce voyage-là. C'est le fait qu'on a visité différents mausolées. On a été au mausolée de Moulay Idriss, mais
c'était à titre volontaire, alors que là, on nous a invités spécifiquement à aller dans ce mausolée où il y a toute la généalogie, toute la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed qui est gravée dans du marbre. J'étais en train de dire que la visite hier au mausolée, pour moi, c'est le clou de la visite à Fès. C'était très émouvant. Et je regardais Saïd Al-Assadi assis là avec ses ancêtres qui sont couchés, qui se reposent pour l'éternité à côté. Et il était zen, il était relax. Et j'imaginais toute la lourdeur de l'histoire qui est derrière ce mausolée. Donc vraiment, je pense que cette visite-là, pour moi, elle est plus que tout par rapport au séjour qu'on a fait à Fès, parce que c'est spirituel, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer avant de venir à Fès. Donc je ne peux que remercier le bon Dieu qui nous a orientés vers Fès, mais également remercier les personnes qui ont facilité ce contact avec Saïd Mohamed Al-Hassani et le remercier personnellement pour sa générosité, son ouverture d'esprit et sa connaissance du monde, de l'humain. Cela est extrêmement important. Et merci peut-être aussi pour l'occasion qui est donnée pour échanger avec vous, pour donner quelques points de vue, de manière peut-être un peu pas très structurée, mais ça vient du fond du cœur. Je pense que Fès déjà rayonne déjà. On appelle Fès la Médine de l'Occident. Donc c'est connu. Donc, et je vous ai dit que c'est mon épouse qui est chrétienne qui a insisté pour que nous puissions venir à Fès faire ce voyage. Elle dit parce que elle était venue ici il y a plus d'une dizaine d'années à l'invitation de la sœur la sœur du roi à l'époque. Et donc elle a dit c'est bon que nous-mêmes on fasse ce voyage à titre personnel et que nous ayons l'occasion de faire des visites impromptues et qui peut nous permettre de vraiment découvrir les trésors de la ville. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je pense que Fès est déjà sur la carte du monde. Ça existe. Donc je pense qu'il faut maintenir et peut-être faire en sorte que d'autres personnes apprennent à connaître. Mais je suis confiant dans la mesure où, en 2024, d'après les statistiques, le Maroc est devenu le premier pays africain en matière de tourisme. Plus de 18 millions de personnes viennent visiter le Maroc et le Maroc est passé devant l'Égypte en matière de tourisme. Et parmi ces touristes, il y en a qui viennent certainement pour la gastronomie, mais beaucoup certainement vont venir pour les aspects spirituels, les aspects purement humains. Donc je pense que Fès, nous sommes au début d'un mouvement, à mon avis, qui ne pourra que s'amplifier dans l'avenir. Inch'Allah. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد من فيديوهات الحدث 24.